pour juste un rappel. Donc, je vais partager. Voilà, donc vous avez la diapo, c'est bon, vous la voyez? Oui. Ok, très Oui, bien. madame. Ok, très bien. Donc, l'héritage, donc on avait expliqué la dernière fois que c'est un principe de l'approche orientée objet qui permet de créer des classes à partir de classes existantes. Et là, donc, on dit en étant une classe pour créer une classe dérivée, ou là, en étant une super classe pour créer une sous-classe. Voilà, donc là, une classe de base et une classe dérivée. Sinon, on parle aussi de classe mère et classe fille. Voilà, donc la classe d'origine, c'est la classe mère, et la classe étendue ou bien la classe dérivée, c'est la classe fille. Donc tout ça, c'est une terminologie que l'on utilise pour exprimer ce lien d'héritage entre les classes. Et bien, ce principe d'héritage qui est présent dans tous les langages orientés objets et dans l'approche orientée objet, que ce soit conception ou bien programmation, permet la réutilisation de codes déjà existants. Donc là, on a des classes qui sont déjà écrites et on se dit, on ne va pas répéter ce qui est déjà écrit et on peut dériver ces classes qui sont des classes de base pour créer des classes dérivées, en fait complémentaires ou bien spécifiques par rapport à la classe de base. Bon, l'expression de l'héritage en Java, elle se fait avec le mot-clé extends. Donc, lorsque je veux dériver une classe B à partir d'une classe A, j'écrirai classe B extends A. Sachant que A est déjà définie, elle a des attributs, des constructeurs, un constructeur, des méthodes, etc. Et bien, la classe B va avoir ses propres attributs, donc des attributs spécifiques, un constructeur ou plusieurs aussi, et des méthodes spécifiques à la classe B. Sachant que tout ce qu'il y a dans A, il est implicitement déjà dans B. On ne va pas le réécrire dans B. Donc, on dit que tous les attributs et les méthodes qui sont définis dans A sont hérités par la classe B. Et il ne faut pas les réécrire. Donc, ce que j'écris dans la classe B, c'est ce qui caractérise spécifiquement un objet de la classe B. Et sachant qu'un objet de la classe B est aussi principalement un objet de la classe A. Et on va arriver à ce lien sémantique. Bon, schématiquement, si vous regardez le schéma à gauche, la classe B donc, dérive de la classe A, et donc c'est la flèche avec un triangle vers le haut, vers la classe mère. C'est comme ça que je schématise l'héritage entre classes. Voilà, on avait dit qu'en Java, il était possible de dériver plusieurs classes à partir d'une même classe. Par exemple, je peux avoir classe B extends A et d'un autre côté, une autre classe C extends A. J'aurai des attributs spécifiques AB dans la classe B et des méthodes spécifiques AB. Et dans la classe C à part aussi, j'aurai des attributs et des méthodes spécifiques à C. Et bien sûr, sachant que tout ce qu'il y a dans A, il se trouve déjà dans B et il se trouve déjà dans C. Il est hérité dans B et il est hérité dans C. Ce qui n'est pas permis en Java et qui pourrait être permis dans d'autres langages de programmation, c'est l'héritage multiple. L'héritage multiple, c'est le schéma que j'ai mis en bas. En fait, lorsque je veux créer une classe C à partir de deux classes A et B en même temps, c'est-à-dire que je n'ai pas la possibilité en Java d'écrire classe C extends A, virgule B. Elle ne peut pas étendre deux classes à la fois. Ça, ce n'est pas permis en Java. Voilà. Maintenant, comment savoir si mon lien d'héritage est correct? Parce que là, je vous ai dit, j'ai des classes qui sont définies. Après, bon, je veux développer une autre application et je me rends compte que, en fait, au lieu de reprendre une classe, la réécrire de A à Z, je me rends compte que j'ai une classe déjà définie et que j'ai utilisée dans d'autres applications, mais elle est là, elle est compilée. Là, je me dis, je vais profiter de cette classe qui est déjà définie et je vais dériver une autre classe dont j'ai besoin maintenant. Alors, ce lien d'héritage, il ne faut pas le faire à tort et à travers. Il faut toujours vous poser la question, est-ce que un objet de la sous-classe ou bien un objet de la classe dérivée est un objet de la classe A? Par exemple, je peux dire qu'un employé est une personne. Si j'ai déjà une classe personne,
qui est définie et je veux définir après une classe employée. Je me dis, je pourrais peut-être profiter de cette classe personne qui est déjà définie et je vais l'étendre pour définir la classe employée avec des spécificités à cette classe employée. Là, quand je me pose la question, est-ce qu'un employé est une personne, je vais répondre par oui, parce que oui, un employé est une personne. Donc, mon lien d'héritage, il est correct. OK? Là aussi, bon, si je prends ouvrage et document, oui, un ouvrage est un document. C'est ce que je schématise aussi à gauche. Donc là, si j'ai une classe définie qui est appelée document, et que je veux définir une classe ouvrage avec des spécificités, par exemple ISBN, je ne sais pas, nombre de volumes, etc., spécialité et tout, je vais étendre ma classe document qui existe déjà avec un titre, une année d'édition, quelque chose comme ça. Bon, est-ce qu'un cercle coloré est un cercle? Oui. Est-ce qu'un arbre fruitier est un arbre? Oui. Est-ce qu'une liste FIFO, là c'est un type abstrait, est-ce qu'une liste FIFO est une liste? Oui. Là, donc, c'est des liens qui sont corrects. Mais parfois, je ne sais pas, vous avez vu la classe monome et la classe polynôme. Je ne sais pas, vous avez traité en TD la classe monome et la classe polynôme? Allô? Oui, madame, on l'a fait. Oui. Oui, vous avez fait, voilà. Donc souvent avec cet exercice, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent la classe monome, d'accord? Et après, pour créer la classe polynôme, ils mettent un extends. Ils écrivent classe polynôme, extends monome. Moi, quand je me pose la question, est-ce qu'un polynôme est un monome? Non, un polynôme n'est pas un monome. D'accord? Un polynôme n'est pas un monome. Donc le lien d'héritage, il est faux. Je ne peux pas écrire classe polynôme, extends monome. D'accord? Donc, plutôt, je dirais un polynôme est composé de monômes. Il est composé de un ou plusieurs monômes. OK, un polynôme est composé de un ou plusieurs monômes. C'est un lien de composition. Et le lien de composition, on le schématise par un losange du côté du composite. D'accord? Du côté polynôme, je mets un losange et je dirais il est composé de plusieurs monômes. Voilà. Donc là, il faut toujours vous poser la question, est-ce que mon lien d'héritage est correct? Est-ce que mon lien de composition, sémantiquement, il est correct pour avoir une bonne programmation et quelque chose de correct dans vos classes? Voilà. Donc, je reviens ici à l'héritage. Là, on vous dit que toute classe que vous créez, bon, toutes les classes que nous avons créées, entre autres même la classe monome, la classe polynôme que je viens d'évoquer, classe produit, classe étudiant, classe point, toutes ces classes, elles étendent une superclasse, d'accord? Une superclasse qui est prédéfinie en Java, c'est la classe object. La classe object, c'est la superclasse de toutes les classes qui sont définies dans Java. Même la classe string, la classe math, n'importe quelle classe, soit qu'elle est prédéfinie ou bien que le programmeur définit lui-même, chaque classe, elle a un lien d'héritage avec la classe object. Mais on n'est pas obligé d'écrire classe produit extends object, classe étudiant extends object, parce que ce lien, il est implicite. Mais après, vous allez voir ce que vont hériter nos classes à partir de cette classe object. Elles héritent de simples méthodes comme la méthode toString, la méthode equals, la méthode hashcode, etc. C'est un certain nombre de méthodes qui sont prédéfinies dans la classe object et qu'on est obligé souvent de redéfinir. Là, la redéfinition de méthode, on va la voir après. Et on va voir un peu comment redéfinir la méthode toString et pourquoi la redéfinir. Comment redéfinir la méthode equals et pourquoi la redéfinir, etc. Bon, là, c'est juste un exemple. Là, on avait montré la dernière fois l'exemple de la classe produit. Donc, un produit, il est défini par une référence, un libellé et un prix, par exemple. Voilà. Je vais avoir un constructeur des méthodes dans cette classe. Maintenant, je veux spécifier cette classe, c'est-à-dire je veux créer une classe produit alimentaire. Je me pose la question, est-ce que produit alimentaire est un produit? Oui, oui. Donc, le lien extends, il est correct. Classe produit alimentaire, extends produit. Ce que je vais mettre dans la classe produit alimentaire, je ne vais pas répéter référence, libellé et prix. Je vais ajouter ce qui est spécifique à produit alimentaire. Donc, par exemple, comme la date de fabrication, la date d'expiration et les conditions de conservation, qui est l'échelle de caractère. OK, type string. Un exemple de produit, vous le voyez en haut avec trois attributs.
un exemple de produit alimentaire, je le vois avec les 6 attributs. Donc, la référence, le nom, le prix et les 3 attributs spécifiques à la classe produit alimentaire. Voilà, ça, c'est juste un commentaire. Là aussi, donc, je prends une classe arbre et une classe arbre fruitier. Donc, un arbre fruitier, c'est un arbre, donc extens arbre. Donc, la classe arbre, j'ai le nom de l'arbre, l'espèce, la zone et les conditions de vie. J'ai une méthode, par exemple, getNom. Et dans arbre fruitier, qui étant la classe arbre, j'ai déjà les 4 attributs de arbre, mais j'ai aussi ce qui est spécifique à l'arbre fruitier, le nom du fruit, la forme du fruit, la couleur du fruit, etc. Donc là, pour une méthode getForm, par exemple, je ne peux pas la mettre dans la superclasse, parce que dans la superclasse qui est arbre, il n'y a pas cet attribut forme du fruit. Donc l'attribut forme du fruit, il est spécifique à l'arbre fruitier. Je ne peux pas l'utiliser dans la superclasse. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les attributs de la superclasse, je peux les utiliser dans la sous-classe. Toutes les méthodes de la superclasse, je peux les appeler dans la sous-classe, mais le contraire n'est pas vrai. Les attributs qui sont définis dans la sous-classe, je ne peux pas les utiliser dans la superclasse. Des méthodes qui sont définies dans la sous-classe, je ne peux pas les utiliser dans la superclasse. Là, c'est des commentaires aussi par rapport à l'exemple. Là, c'est ce que je viens de dire. Donc, après, on vous dit, donc, si vous voulez faire référence dans la sous-classe, si vous voulez faire référence aux attributs définis dans la superclasse, utilisez le mot super. Par exemple, super.nom, super.référence, etc. Mais en fait, si vous voulez appeler aussi une méthode de la superclasse dans votre sous-classe, vous écrivez super. Le nom de la méthode. Bon, ce mot super à gauche du nom de la méthode, OK, oui. Pour que ça fasse quelque chose de correct, une méthode, je l'appelle avec une référence d'objet. Donc, si j'appelle une méthode de la superclasse, une méthode d'instance, je la fais précéder par super. Le nom de la méthode. Mais pour les attributs, c'est pas aussi obligatoire d'utiliser super. C'est pas faux, d'accord? Super.référence, super.nom, etc. Si vous faites référence aux attributs de la superclasse et vous êtes dans la sous-classe. C'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser directement le nom de l'attribut sans le faire précéder du mot super. Après, vous allez voir dans les exercices. Voilà. Bon, je pense qu'on était arrivé à ce point, chaînage des constructeurs. Voilà. On avait expliqué ce point. Bon. Donc, on vous dit tout constructeur d'une classe fait appel à un constructeur de la superclasse, de sa superclasse. Bon. Sauf la classe object, bien sûr, parce qu'elle n'a pas de superclasse. L'appel de constructeur de la superclasse dans le constructeur de la sous-classe, il se fait avec le mot réservé super. Donc, si vous voulez appeler le constructeur de la superclasse dans le constructeur de votre sous-classe, il faut l'appeler avec super. Bien sûr, il faut spécifier les paramètres s'il a des paramètres. Sinon, ça va être faux. Cet appel super dans le constructeur de la sous-classe, il faut le mettre en première ligne. Il doit apparaître le premier. D'accord? Première instruction du constructeur de votre sous-classe, c'est l'appel au constructeur de la superclasse avec le mot-clé super et vous mettez les paramètres qu'il faut s'il y a des paramètres. Voilà, donc c'est le troisième point. On vous dit qu'il doit être en première ligne du constructeur de la sous-classe. Alors, si vous ne mettez pas cette instruction ou cet appel super dans votre sous-classe, dans le constructeur de votre sous-classe, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le compilateur, il va automatiquement ajouter super. Donc, il va l'ajouter en première ligne implicitement sans paramètre. D'accord? C'est comme si que là, il va appeler le constructeur par défaut de la superclasse. D'accord? Maintenant, s'il n'y a pas de constructeur sans paramètre, c'est-à-dire que vous avez défini un constructeur avec paramètre dans votre superclasse, on avait dit, mais après, le constructeur par défaut n'est plus fourni, rappelez-vous. S'il n'y a pas de constructeur avec, sans paramètre dans la superclasse, il y aura une erreur. Donc,
le compilateur il s'est amusé à ajouter un appel à un constructeur sans paramètres, alors que le constructeur sans paramètres dans la superclasse n'existe même pas. Donc là, il y aura une erreur. Ça va être une erreur au niveau compilation, donc ce n'est pas au niveau exécution. Donc là, on vous dit aussi, cinquième point, un constructeur peut faire appel à un autre constructeur de sa propre classe avec le mot réservé this. Donc si vous trouvez this avec des paramètres, c'est un appel au constructeur de la superclasse, bien sûr dans le constructeur, de la classe elle-même, dans le constructeur. Si vous trouvez super dans un constructeur, c'est l'appel au constructeur de la superclasse. Bon, sur l'exemple, voilà. Sur notre exemple de produit, voilà, donc nous avons la classe produit, d'accord, avec les trois attributs. Nous avons le constructeur de la classe produit avec les trois paramètres. Il va renseigner donc la référence, le libellé et le prix. Et dans la classe produit alimentaire, qui étend la classe produit, on va mettre notre constructeur de la sous-classe. Regardez dans ce constructeur de la sous-classe, vous allez faire passer tous les paramètres parce que vous avez envie de renseigner tous les paramètres. Alors, en première ligne du constructeur produit alimentaire, on va appeler le constructeur de la classe produit. OK? On va appeler le constructeur de la classe produit. Alors, on va mettre super et on va respecter les paramètres avec référence, libellé et PX, le prix. Après, on va continuer donc à renseigner les autres attributs par des affectations. Date de fabrication égale DF, date d'expiration égale DE et condition égale compte. Donc, c'est ce qu'on avait expliqué dans la diapo précédente. L'appel au constructeur de la superclasse, il doit se trouver en première ligne du constructeur de la sous-classe et il doit respecter bien sûr la signature du constructeur de la superclasse. Alors, je vous pose une question. Ici, si je ne mets pas cet appel, la ligne en vert, super, référence, libellé et PX, si je ne mets pas cet appel, qu'est-ce qui va se passer? Une erreur de compilation. Voilà, très bien. Là, il y aura une erreur de compilation. Pourquoi? Parce que le compilateur, il va ajouter implicitement super avec parenthèse vide, mais dans la superclasse, il n'y a pas un constructeur sans paramètres. Il n'y a pas. Il y a un constructeur avec trois paramètres. Et c'est pour ça qu'il y aura une erreur. Voilà, donc là, pour accéder aux attributs méthode de la superclasse dans une sous-classe, là, on l'avait évoqué déjà, super point de nom de l'attribut, super point de nom de la méthode. L'utilisation du mot super n'est pas obligatoire s'il n'y a pas de redéfinition d'attribut ou de méthode entre sous-classe et superclasse. Donc, s'il n'y a pas, par exemple, si vous définissez un attribut X dans la superclasse et dans la sous-classe, vous définissez X aussi. Mais sachez que ça ne va pas être le même X, hein, c'est une redéfinition d'attribut. Hein. Ce n'est pas le même X. Là, si vous voulez faire référence à l'attribut de la superclasse, vous êtes obligé de mettre super. Si vous voulez faire référence à l'attribut de la sous-classe, vous ne mettez rien, vous mettez this, par exemple. Vous êtes dans la sous-classe. Okay. Mais s'il n'y a pas redéfinition, le mot super n'est pas obligatoire. Bon, on continue sur notre exemple ici, donc la classe produit. Là, on a ajouté une méthode. Ici, on a ajouté une méthode. La méthode modifiée qui va modifier le libellé du produit et qui va afficher et qui va modifier le prix. D'accord? Un new libellé, un new prix, PX. Ça n'a rien à voir avec l'opérateur new de la création d'objets. Hein. Donc, ça, c'est le nom de l'attribut, le nom du paramètre qui s'appelle newLib. Ce n'est pas le new de la création. Vous voyez ça. Bon. Donc ici, je reprends donc produit alimentaire, extends produit. Regardez ici, donc ça c'est mon constructeur que j'ai repris, c'est le même. Et je réécris une méthode modifiée ici. Une méthode modifiée propre à la classe produit alimentaire. D'accord? Vous la voyez, donc cette méthode modifiée, elle a 5 paramètres. Je vais tout modifier en fait, sauf les conditions. Je vais modifier le libellé, le prix, non, 4 paramètres. Le libellé, le prix, la date de fabrication et la date d'expiration. D'accord, je vais modifier 4 paramètres.
Alors, j'ai une méthode modifiée dans la superclasse qui modifie les deux paramètres. Je vais l'appeler. Et pour l'appeler, je vais appeler super.modifier new labelé new px. Donc, quand j'appelle les méthodes de la superclasse, je mets super.modifier et je précise new labelé new px. D'accord? Et je continue à modifier les autres attributs. Date de fabrication égale new, date de fabrication, date d'expiration égale new, date d'expiration. OK? Donc là, vous avez une méthode modifiée dans la superclasse et vous avez une méthode modifiée dans la sous-classe. Là, je fais la remarque qu'il ne s'agit pas d'une redéfinition de méthode, hein. C'est une définition d'une autre méthode qui a le même nom. Ce n'est pas une redéfinition parce que la méthode modifiée de la superclasse et la méthode modifiée de la sous-classe n'ont pas la même signature. Là, vous voyez, la méthode modifiée de la superclasse, elle a 2 paramètres. La méthode modifiée de la sous-classe, elle a 4 paramètres. Donc, ce n'est pas une redéfinition de méthode. Je parle de redéfinition lorsque je garde la même signature entre la méthode de la superclasse et la méthode de la sous-classe. Et là, on va le voir après. Voilà. Donc ici, je continue encore. C'est dire que dans la sous-classe, je peux ajouter des méthodes qui ne sont pas existantes dans la superclasse. Je peux appeler les méthodes de la superclasse dans l'écriture de méthodes de la sous-classe. Je peux écrire aussi des méthodes qui n'existent pas du tout dans la superclasse. Elles sont propres à la sous-classe. C'est comme la méthode setCondition ici, setCond, qui va modifier les conditions de conservation du produit. D'accord? Là, c'est une méthode qui n'existe même pas dans la superclasse. Donc, dans la superclasse, j'ai des méthodes. Je peux les appeler dans les méthodes de la sous-classe. Je peux, après, vous allez voir, je peux les redéfinir dans la sous-classe. Je peux écrire de nouvelles méthodes dans la sous-classe qui n'existent même pas dans la superclasse, qui sont spécifiques à la sous-classe. Voilà, donc là, pour l'appel des méthodes, il n'y a aucune ambiguïté en fait. D'accord? Là, lorsque je fais produit P égale new produit, quand j'appelle P.modifier et je mets les 2 paramètres, le nom du produit et le prix, là, c'est sûr que c'est la méthode modifiée de la classe produit parce que là, je l'appelle sur une référence de type produit. Donc, c'est la méthode modifiée de la superclasse. OK? Là, quand je crée un objet PA, produit alimentaire, et j'appelle la méthode PA.modifier avec tous les paramètres là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura aucune ambiguïté. Pourquoi? Parce que la méthode modifiée, elle va s'appliquer sur une référence de produit alimentaire et donc donc forcément, c'est la méthode modifiée de la sous-classe, de la classe produit alimentaire. D'accord. Mais après, on va arriver aux histoires de transtypage et de caste, etc. Et vous allez voir comment on peut faire un transtypage de référence d'objet. Madame, Mais jusque-là, normalement, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous avez la méthode modifiée de la classe produit qui s'applique sur une référence produit. La méthode modifiée de la classe produit alimentaire qui s'applique sur une référence type produit alimentaire. Ici, donc, il ne risque pas aussi d'avoir d'ambiguïté parce que en fait, c'est des signatures différentes. madame, Oui, pour instancier une classe fille, est-ce qu'on doit instancier sa classe mère? Ou là, on peut directement instancier la classe fille? c'est-à-dire, vous voulez... Non, vous n'êtes pas obligé. Non, non, pas du tout, pas du tout. Je peux, sans instancier un objet produit ici, je peux créer le produit PA directement, le produit alimentaire. Non, vous n'êtes pas obligé. D'accord. Là, je le fais toujours comme ça, c'est pour montrer en fait les différences, les analogies entre l'objet de classe mère et l'objet de classe fille, c'est tout. Bon, là, j'ai une question. Si je veux attribuer les modificateurs de visibilité, public, private et protected, aux différents champs dans les classes produits et produits alimentaires, lesquels pourrait-on utiliser dans la classe produit et dans la classe produit alimentaire?
Alors, dans la classe produit, à votre avis, sachant que, voilà, je suis dans un package, j'ai ma classe produit. Et je sors du package, d'accord, et j'écris ma classe produit alimentaire. Supposons qu'on est dans deux packages différents, entre produits et produits alimentaires. Il faut importer la classe produit, c'est normal, d'accord, et pour pouvoir, en fait, l'étendre dans le package externe. Entre les modificateurs de visibilité, public, private, protected ou bien package, hein, je ne sais pas, lesquels vous allez utiliser pour la classe produit, pour les attributs de la classe produit. À votre avis? Si on les met en private, il nous faudra des setters et getters. Si... Euh, oui, si vous les mettez en private, oui. Ça veut dire que là, vous n'allez pas pouvoir les utiliser dans la classe produits alimentaires. Et là, c'est pas bon. Lorsque j'ai l'intention de dériver une classe, il faut quand même laisser la possibilité à cette classe dérivée d'accéder aux attributs et méthodes de la superclasse. D'accord. Donc Donc, la classe je dérivée, ne vais pas utiliser private pour la classe produit. Oui, donc la classe dérivée est dans un autre package. oui, oui, elle est dans un autre package. Oui. Et même si elle est Madame, dans le même package, hein, le private, il reste dans la même classe. Il ne sort même pas de la classe. D'accord. Donc, le private, c'est trop restrictif. Je ne vais pas l'utiliser lorsque j'ai l'intention de dériver une classe, hein. Madame, on va utiliser protected On pour va la classe utiliser produit et public pour la classe produit alimentaire. pour les attributs. Oui, Vous parlez des attributs, donc je reste sur les attributs, hein. Donc, vous me dites pour la classe produit, vous allez utiliser quel modificateur? protected. Protected, OK. Et pour la classe produit alimentaire, vous allez utiliser quoi? Public. Non, public, c'est trop ouvert pour les attributs. La règle générale, on avait dit les attributs, il faut au maximum les protéger, les garder en private, et les méthodes, il faut les laisser publiques. D'accord, donc on est mis en D'accord. private. Donc ici, en fait, oui, OK, protected, parce que ça laisse ouvert aux classes dérivées, d'accord, même si elles sont dans des packages externes, et les attributs seront inaccessibles aux classes qui ne sont pas dérivées. Donc ça reste quand même un bon niveau de protection. Mais public, c'est trop ouvert. Donc pour la sous-classe produits alimentaires, si je n'ai pas l'intention de la dériver, je vais garder les attributs private, je vais garder ma règle générale. D'accord? Et je vais prévoir des get et des set. Voilà. Donc, je vous rappelle juste l'axe de visibilité, des niveaux de visibilité. Le moins visible, c'est le private. Passons par la visibilité package. Lorsque les classes sont dans le même package, elles peuvent se voir mutuellement. Protected, on sort du package. OK, on sort du package, on est dans un package externe, mais c'est quand même restrictif par rapport à l'accès. Il n'y a que les classes dérivées qui peuvent accéder au champ protected. Donc, que les classes qui sont définies par un extends, qui étendent la classe. Oui, j'ai des champs qui sont définis par protected. Ils peuvent être visibles dans les classes dérivées, même si les classes dérivées sont dans des packages externes. Et public, c'est le niveau le plus ouvert. C'est là où je peux accéder à tout. Donc, on avait dit, il faut garder les constructeurs et les méthodes, il faut les garder publiques, mais les attributs, il faut quand même les protéger au maximum. D'accord. Donc, private, c'est trop restrictif pour les classes dérivées. Donc, il faut utiliser le protected pour donner la possibilité à la classe dérivée d'accéder aux attributs de la classe mère. Voilà. Donc, on vous dit protected permet la visibilité des champs, c'est-à-dire les attributs, les méthodes, à l'extérieur du package, mais uniquement dans les classes dérivées, c'est-à-dire les sous-classes. Voilà. Donc, si on affecte le modificateur private aux différents champs dans la classe produit, ces champs seront inaccessibles dans la classe produit alimentaire. On pourrait utiliser le modificateur protected, c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, pour les attributs méthodes pour donner accès dans les classes dérivées uniquement
et qui reste inaccessible dans d'autres classes. Donc, c'est bien, on garde quand même un niveau moins, bien que pour les méthodes, je peux les mettre publiques, hein, c'est pas... Dans la classe produits alimentaires, on peut appliquer la règle générale déjà énoncée au chapitre 3. Les attributs seront déclarés private et les méthodes seront déclarées public. Voilà. Donc là, il y a un petit exercice. Vous lisez, s'il vous plaît, l'énoncé de l'exercice. Donc là, on veut implémenter une classe forme qui décrit les formes géométriques régulières. Les formes géométriques régulières, c'est celles que vous connaissez, le cercle, le carré, le rectangle, le trapèze, et ainsi de suite. On suppose qu'une forme possède un centre et une couleur. Donc la forme, elle est définie par un point central et elle a une couleur. Après, on veut, à partir de cette classe, donc on va mettre dans cette classe, on va mettre un constructeur, un affichage, par exemple, hein, implémenter deux classes, carré et cercle, en donnant les spécificités de chacune d'elles. On vous dit les traitements à implémenter doivent permettre, entre autres, de déplacer la forme, redimensionner la forme, calculer le périmètre et la surface de la forme. Voilà. Donc là, déjà, je vois que j'ai une super classe forme et que je vais essayer d'étendre pour créer deux sous-classes, carré et cercle. OK. Voilà. Donc ici, je vois bien que pour calculer, par exemple, la surface d'un carré, la formule, elle est différente que pour la surface d'un cercle. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je vais séparer une classe carré et une classe cercle. Alors, la classe carré, ça va être quoi par rapport à la classe forme? La classe phi. Par rapport à la... Pardon? Ça sera une classe phi. La classe phi, voilà, ce sont des sous-classes. La classe carré va être une sous-classe de la classe forme et la classe cercle va être une sous-classe de la classe forme aussi. Voilà. Donc, on va essayer de répondre à cet exemple. C'est un petit exercice. Bon, là, je dois partager la suite. Vous réfléchissez un peu en attendant que je partage la diapo. Bon, je vais arrêter le premier partage. Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Là, qu'est-ce que vous voyez sur vos écrans? Voilà. Vous voyez le... Non, madame, ما زمدش البارتاج. D'accord, donc là, j'ai un problème de synchronisation. OK. C'est pas ce qu'il me dit. Il me dit, vous présentez à tous les participants. Donc, moi, je ne sais pas si vous l'avez. OK. J'espère que c'est le bon. Voilà, c'est bon, c'est la bonne diapo. OK. Voilà, donc on revient à l'exemple. Voilà, donc la classe point, vous la connaissez. Voilà, donc là, j'aurais dû mettre, voilà, private
double X, Y. Je n'ai pas mis, de manière rigoureuse, je n'ai pas mis tous les modificateurs de visibilité, hein. Et après, dans les exercices, il faut vous appliquer à mettre les modificateurs de visibilité. Donc, la classe point, j'ai le constructeur de la classe point, la méthode affichée, la méthode déplacée qui déplace le point. Ça n'a rien de sorcier, on a l'habitude d'utiliser cette classe. Bon, c'est une classe que je vais utiliser pour définir le centre de la forme. Voilà. Bon, là, j'ai trop sauté. Voilà, la classe forme. Voilà. La classe forme, donc, elle a un centre et une couleur. Là, si je dois mettre des modificateurs de visibilité, je vais mettre protected. Bon, ils sont encore. Donc, si je dois mettre les modificateurs de visibilité, je dois mettre protected pour les attributs de la classe mère, de la classe forme. Je ne sais pas pourquoi il saute à cette diapo. Voilà. Voilà. Donc, le centre de type point et la couleur. Et dans le constructeur de la classe forme, je vais renseigner le centre et la couleur. Donc, centre égale new.c.x, c.y et couleur égale couleur. Voilà, donc là, je vous rappelle que lorsque je définis un attribut d'une autre classe, il faut toujours prévoir le new pour cet attribut. Sinon, vous allez avoir des problèmes lorsque vous allez appeler les méthodes sur cet attribut, qui est type autre classe. Vous allez appeler des méthodes sur une référence nulle. Donc là, il faut toujours prendre la peine de créer les attributs qui sont type autre classe. Donc, afficher, on va afficher le centre en appelant centre.afficher. Centre.afficher, c'est la méthode affichée de la classe point. Et on va afficher la couleur. Après, on a déplacer. Alors, déplacer la forme, c'est en fait déplacer le centre de la forme. C'est centre.déplacer et on a une méthode déplacer dans la classe point. Donc, à chaque fois que j'ai des attributs comme ça dans des classes, des attributs autres classes, il faut toujours penser à utiliser les méthodes des attributs définis dans leur classe et ne pas réécrire du code. Donc, ici, centre.déplacer 1.0, 2.0, on va déplacer donc le centre on va déplacer la forme. Si je déplace le centre, je déplace la forme. Mais là, il faut dire que la forme, finalement, elle n'est pas complètement définie, hein. Voilà. Là, ça lui arrive de ne pas trop... de ne pas avancer convenablement dans la diapo, je ne sais pas... Voilà. Alors, ensuite, je veux définir la classe carré à partir de la classe forme. Donc, je mets classe carré extends form. D'accord. L'attribut supplémentaire que je vais ajouter à la forme, c'est le côté. En fait, c'est la dimension, si on veut, de cette forme. Elle a une seule dimension, c'est le côté. D'accord. Alors, pour le constructeur de la classe carré, il faut appeler le constructeur de la classe forme. Ça, on l'a dit. Donc, avec le mot super C et cool, j'appelle le constructeur de la classe forme qui va renseigner le centre, qui va renseigner la couleur. Et après, j'ajoute, d'accord, j'ajoute en fait, l'affectation pour la dimension. Le côté égale côté. D'accord, this point côté égale côté.
La méthode affichée de la classe carré, ça va être une méthode redéfinie. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir la même signature que la méthode affichée de la classe forme. La méthode affichée de la classe forme, c'est void affiché sans paramètre. Là aussi, c'est void affiché sans paramètre. Donc, c'est une redéfinition de méthode et qui va appeler, à l'intérieur, elle va appeler la méthode affichée de la superclasse. Donc, pour appeler la méthode affichée de la superclasse, elle appelle super.affiché. Super.affiché, il va afficher le centre et la couleur. Et on va compléter par l'affichage de la dimension, donc la valeur du côté. La méthode redimensionnée, en fait, redimensionner la forme, c'est soit l'agrandir, soit la rétrécir, c'est donner une nouvelle dimension. Redimensionner double cote, par exemple, côté égale cote. Là, vous donnez carrément une nouvelle valeur. Je peux redimensionner autrement en faisant un zoom. D'accord. J'écris une méthode zoomée, float V. Ça va être un pourcentage. Donc, zoomer d'une certaine valeur, 0,5 par exemple, 50%, 70%. Donc, côté égale côté fois V. Donc, je peux zoomer en zoom avant aussi. Je peux avoir 200. D'accord, 200%. OK. Donc, je multiplie par 2. Voilà, donc ma classe carré qui est dans la classe forme, dans le constructeur, j'appelle le constructeur de la superclasse. J'ai une méthode redéfinie et j'ai des méthodes spécifiques. Des méthodes spécifiques à la sous-classe que je ne trouve pas dans la superclasse. Maintenant, la méthode déplacée, vous vous rappelez, la méthode déplacée de la superclasse, elle est héritée dans cette classe carré. Okay, je ne la réécris pas, mais je pourrais l'utiliser. D'accord? Pour un objet carré, je pourrais utiliser ces points déplacés, la méthode déplacée de la superclasse. Donc, après, je fais la même chose. Je continue, ce n'est pas fini, la surface et le périmètre. Alors, la surface, c'est côté au carré et le périmètre, c'est côté x 4. Là, vous savez, donc il faut retourner ça. Là, le schéma, il dit que la classe carré, elle hérite de la classe forme et la classe cercle qu'on va définir, elle hérite de la classe forme. Donc, ce que vous avez dans forme, vous avez le centre de type point, la couleur type string, et vous avez dans carré, vous avez le côté de type double, et dans cercle, vous avez le rayon de type double. Après, vous avez des méthodes dans la classe forme et des méthodes dans la classe carré et dans la classe cercle. Il a encore sauté une diapo. C'est la diapo qui n'avance pas. Hein. Qui n'avance pas convenablement. Bon, là, normalement, je devrais avoir la définition, après cette diapo, c'est la définition de la classe cercle. Voilà. Donc, la classe cercle aussi, extends forme. Et là, je vais l'attribuer, c'est le rayon de la forme. Donc, la même chose, public, cercle, etc. Je vais appeler le constructeur de la superclasse en première ligne et je vais renseigner le rayon. La méthode affichée, c'est la même chose. Je vais appeler super.affiché et je vais compléter par l'affichage du rayon. Redimensionner ces rayons égal à R et zoomer, je vais donc agrandir par rapport au rayon, agrandir ou rétrécir, réduire par rapport au rayon. Donc, je vais faire un certain zoom. La même chose, donc double surface, donc je retourne la surface du cercle, c'est pi fois r au carré. Donc là, on a utilisé, je pense déjà dans un exercice, cette formule qui utilise la constante pi de la classe math. C'est une constante de classe. Elle est définie avec final static. Public final static. La constante pi. Et la méthode Pau, qui est une méthode c'est une méthode de quel type, la méthode Pau? De la classe math. C'est quel type de méthode?
Elle fait en fait, elle fait le rayon au carré, hein. Elle calcule le rayon au carré. Mais elle calcule la puissance. Mais elle est de quel type? Statique. Statique, voilà. Donc, je l'appelle avec le nom de la classe. Toutes les méthodes de la classe maths sont statiques. Voilà. Après, le périmètre, donc, c'est 2 fois, deux fois pi r. Voilà, c'est 2 pi r, le périmètre du cercle. Voilà. Donc, pour utiliser la constante pi, c'est math.pi. Après, vous voyez ici, donc, un programme forme. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il crée 2 points P1 et P2. Après, il va créer un carré CA égale nu carré avec le point central P1, couleur bleue, et donc un côté de dimension 4. Il crée un objet C type cercle avec le point central P2, les coordonnées -5, 0, aux coordonnées -5, 0, couleur noire et un rayon de 2,5. Donc là, on est en train d'appeler le constructeur de la classe carré et le constructeur de la classe cercle pour créer respectivement deux objets de la classe carré et cercle. D'accord? CA et C. CA, c'est un carré et C, c'est un cercle. Vous voyez bien ici qu'on n'était pas obligé de créer un objet de la classe forme. D'accord? Voilà. Donc, on crée directement les objets des sous-classes. Alors, c'est à point affiché, c'est à point déplacé, c'est à point zoomé, c'est à point affiché. Donc là, j'affiche les caractéristiques de l'objet CA, je le déplace, je lui fais appliquer un zoom et je le réaffiche de nouveau pour voir est-ce que réellement ça a été modifié. Le périmètre du carré, donc j'appelle CA point périmètre, et il n'y a aucune ambiguïté parce que toutes les méthodes, même si elles ont le même nom, elles vont s'appliquer à la référence d'objet selon la classe de l'objet. D'accord? Pour le cercle, je fais C points affichés et je fais C points déplacés. Donc, c'est le cercle qui va être déplacé, c'est le point central du cercle qui sera déplacé. D'accord? Donc, ici, il faut juste noter que la méthode déplacée n'est pas définie dans les sous-classes. D'accord? La méthode déplacée, si vous vous rappelez, elle ne se trouve pas dans la classe carré, elle ne se trouve pas dans la classe cercle. Donc, on va invoquer la méthode déplacée de la classe, de la superclasse, de la classe forme. Toutes les méthodes de la superclasse sont accessibles par les objets des sous-classes. Voilà. Donc, le périmètre, c'est C points périmètre, etc. Donc, une méthode invoquée sera déterminée en fonction de la référence de l'objet sur lequel on fait l'appel. Il n'y a aucune ambiguïté. Est-ce que c'est clair sur cet exemple? C'est compris? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Voilà. Donc là, on va parler un peu de la redéfinition de méthode. Donc, je reprends la classe produit. Voilà, j'ai ma méthode modifiée, j'ai ma méthode affichée. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Alors, donc, produit alimentaire, on avait une méthode modifiée. On avait fait la remarque que ce n'est pas une redéfinition parce que ce n'est pas la même signature. Et on a la méthode affichée qui représente déjà une redéfinition de la méthode affichée de la superclasse. Pourquoi? Parce que c'est la même signature. Entre superclasse et sous-classe, j'ai une méthode affichée avec la même signature. Bon, il arrive que cette méthode, elle appelle la méthode de la superclasse super.affiché. Et après, elle va afficher le reste. Donc, elle va afficher la date de fabrication, la date d'expiration et les conditions de conservation. Okay. Mais là, on parle de redéfinition parce que c'est la même signature. Voilà. Donc, une méthode est dite redéfinie si elle garde la même signature dans la superclasse et dans la sous-classe. Et on parle de méthode polymorphe. Une méthode redéfinie ou bien une méthode polymorphe, c'est-à-dire qu'elle se comporte de manière différente selon le type de l'objet. Quand c'est un objet de la sous-classe, elle se comporte selon le code qui est écrit dans la sous-classe. Quand c'est un objet de la superclasse, elle va se comporter selon le code qui est écrit dans la superclasse. Donc, ce qu'il y a sur cet exemple, voilà, c'est juste pour montrer que la méthode affichée ici sur l'objet PA, c'est la méthode affichée qui est redéfinie dans la sous-classe.
La méthode modifiée, c'est une méthode qui n'est pas redéfinie, d'accord? Mais bon, elle existe dans la sous-classe. Là, j'aurais pu appeler aussi PA.modifié avec deux paramètres uniquement, hein. Si j'appelle PA.modifié avec deux paramètres uniquement, ça veut dire que je suis en train d'invoquer la méthode modifiée de la superclasse, parce que la méthode modifiée de la superclasse, elle a uniquement deux paramètres. D'accord? Je peux appeler une méthode de la superclasse sur une référence d'objet de la sous-classe. Alors, voilà, PA.affiché, bon, c'est toujours donc la méthode redéfinie qui est appliquée. C'est juste un exemple. Voilà. Bon. Voilà, maintenant on arrive à la redéfinition de la méthode toString de la classe Object. Donc après, je vais vous envoyer un complément de cours qui va vous donner une petite description de la classe Object. Qu'est-ce qu'il y a dans cette classe Object? Bon, entre autres, ce qu'il y a dans cette classe Object, c'est une méthode toString. Donc elle a été mise comme ça, juste pour être redéfinie dans d'autres classes. Et après, vous allez voir pourquoi on la met pour qu'elle soit redéfinie. Il y a une raison. Il y a une raison. OK. Bon. Donc, ici, je reprends ma classe produit. J'ai ma méthode affichée, etc. Et ma méthode toString. Non, je pense qu'il y a une diapo avant. Voilà, il y a une diapo avant. Voilà. Qui explique ce que fait la méthode toString à l'origine, telle qu'elle est définie dans la classe Object. Donc, si vous appelez la méthode toString sur une référence d'objet, n'importe quelle référence d'objet, ici, je l'appelle sur la référence d'objet P, qui est de type produit. Et cette méthode toString, elle retourne un string. D'accord? Elle n'a rien comme paramètre et elle retourne un string. Une chaîne de caractères. Et bien, je demande ici d'afficher ce que retourne la méthode toString sur la référence d'objet P. Et bien, qu'est-ce qu'elle va afficher? Elle va afficher produit at 006352. Bon, la valeur AD, c'est n'importe quoi que j'ai mis. Hein, d'accord. Donc, finalement, la méthode toString appliquée sur une référence d'objet, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renvoie le nom de la classe de l'objet suivi de sa référence ou bien son adresse en hexadécimal. D'accord? L'adresse de l'objet, l'adresse de cette référence en mémoire. OK? Donc, elle va vous afficher, par exemple, produit sur cet exemple P.toString. Elle va afficher produit parce que le P, il est de type produit. Et son adresse qui est, par exemple, 006352. Voilà, donc il y avait des diapos avant. Hein, voilà. Ça, c'est avant. Donc, dans la classe Object, entre autres, il y a la méthode toString, equals, finalize et getClass et plein d'autres méthodes. La méthode toString de la classe Object, appliquée sur n'importe quel objet, renvoie le nom de la classe de l'objet concaténé à la référence de l'objet, son adresse en mémoire. Mais elle la renvoie en hexadécimal. Voilà. Donc, sur mon exemple, voilà ce qu'elle peut renvoyer. Sur mon objet PA, je crée un autre objet PA et je demande d'afficher le PA.toString. Donc, j'applique le toString à mon objet PA et je demande d'afficher ce que retourne cette méthode sur mon objet PA. Donc, elle va m'afficher, par exemple, produit alimentaire. Le nom de la classe de PA, c'est produit alimentaire, at 003E52. Par exemple, que cet objet PA se trouve à l'adresse 003E52. Moi, en fait, ce retour de la méthode toString, ou ce résultat de la méthode toString ne m'intéresse pas trop dans mes programmes. Je veux savoir quelle est la classe et quelle est la référence de l'objet. Je n'ai rien à faire avec la référence de l'objet surtout. Hein, d'accord. Mais pour le nom de la classe, après, vous allez voir, il y a des méthodes spécifiques qui renvoient carrément le nom de la classe directement. Eh bien, on pense toujours à redéfinir cette méthode toString. Dans les classes que l'on écrit, on pense toujours à redéfinir cette méthode. Regardez comment je la redéfinis dans ma classe produit. Elle est en bas. Redéfinition de la méthode toString. Donc, public string toString. D'accord.
Donc, je garde toujours la même signature pour que ça soit une redéfinition. Je garde la même signature, elle renvoie un string et elle n'a pas de paramètres. Alors, return, ref, plus libellé, plus prix. Moi, je veux que cette méthode toString me renvoie une description textuelle de l'objet. C'est-à-dire, je veux qu'elle me renvoie les valeurs des différents champs qui décrivent mon objet, séparés comme ça par des tabulations, c'est-à-dire un affichage ou une chaîne de caractères bien structurée avec une séparation entre les valeurs d'attributs. Voilà, donc tout simplement, ici pour ma classe produit, c'est return ref plus tabulation plus libellé plus le prix. D'accord. Et là, j'aurais redéfini la méthode toString, c'est-à-dire la prochaine fois quand je fais system.out.println p.toString, elle va appeler cette méthode toString que j'ai redéfinie. Et donc, elle ne va plus m'afficher le nom de la classe concaténé à l'adresse ou l'adresse concaténée au nom de la classe. Elle va me renvoyer la description textuelle de mon objet telle que je viens de la redéfinir ici. OK? Voilà. Donc ici, si je veux par exemple aussi redéfinir dans la méthode toString dans ma sous-classe, la classe produit alimentaire. Donc j'écris ma classe avec les méthodes de cette classe, etc. J'ajoute une redéfinition de la méthode toString, vous la voyez en bas de la diapo. Donc toujours la même signature public string toString, d'accord? Et return super.toString plus condition. Donc là, je n'ai pas mis les dates, etc. Mais j'aurais pu ajouter les deux dates, date de fabrication, date d'expiration. Je n'ai pas voulu les ajouter, je ne les ai pas ajoutées. OK? Bon. Je ne suis pas obligée de retourner toujours la description complète de tout, avec tous les attributs. C'est-à-dire, je fais ce qui m'arrange de faire dans mon programme. OK? Donc, super.toString, ça, c'est un appel à la méthode toString de la superclasse, de la classe produit. Donc, ce que retourne la méthode toString de la classe produit, je vais lui concaténer avec un plus, je vais lui concaténer les conditions de conservation de ce produit alimentaire. D'accord? Donc, super.toString va retourner la référence, le libellé et le prix. Je vais lui ajouter les conditions et ça va être le return de ma méthode toString de la classe produit alimentaire. Donc, super.toString, c'est l'appel de la méthode toString de la classe produit. Voilà, donc sur mon exemple ici, avec une méthode main, je crée un objet produit avec trois attributs et j'appelle system.out.print p.toString. Là, l'affichage, c'est plus l'affichage de tout à l'heure avec l'adresse hexadécimale, c'est la référence du produit, le nom du produit et le prix du produit. D'accord? Voilà. Vous voyez bien, avec une séparation de tabulation comme on l'a fait, comme on l'a bien défini dans le toString. Quand j'appelle, je crée un autre objet PA, PA, new produit alimentaire, etc., avec date de fabrication, date d'expiration, etc. Quand j'appelle le PA.toString, system.out.print PA.toString, je vais afficher la chaîne retournée par le toString sur l'objet PA. Il va m'afficher quoi? Comme il fait appel au toString de la superclasse, il va m'afficher la référence, le nom, le prix unitaire et les conditions de conservation, suivi des conditions de conservation. Voilà donc une redéfinition de la méthode toString. En général, c'est ça la redéfinition de la méthode toString. On ne va pas chercher trop loin. On la redéfinit pour retourner une description textuelle de l'objet, tout simplement. Et après, vous allez voir l'utilité. En fait, là, vous pouvez afficher system.out.print P ou la system.out.print PA. Une fois que vous avez redéfini votre méthode toString, au lieu d'écrire une méthode affichée, par exemple, vous pouvez redéfinir la méthode toString. Et après, quand vous voulez afficher votre objet, vous écrivez system.out.print p.toString ou bien tout simplement system.out.print p. Sans le toString, c'est une invocation à la méthode toString implicitement. Donc, depuis Java 5, depuis la version 5, on peut annoter les redéfinitions de méthodes par @override. Vous pouvez ajouter à gauche
de la méthode que vous redéfinissez, que ce soit la méthode toString de la superclasse ou bien une méthode d'une superclasse que vous avez définie vous-même. Hein. Quand vous la redéfinissez, vous pouvez annoter à gauche la méthode redéfinie par @override, disant que là, je redéfinis une méthode d'une superclasse. Eh bien, cette annotation, elle permet au compilateur déjà de vérifier s'il y a des erreurs, parce qu'on peut redéfinir une méthode et on fait une erreur sur l'entête de la méthode, le nom de la méthode ou bien le nom de la méthode ou bien la signature de la méthode, parce que j'ai dit redéfinir une méthode, c'est garder exactement la même signature. Donc, quand j'écris @override, j'annonce que je suis en train de redéfinir une méthode qui existe dans la superclasse et du coup, le compilateur, il peut vérifier est-ce que je ne me suis pas trompé sur la signature de la méthode. Si la signature de la méthode ne correspond à aucune signature dans la superclasse, là, il y aura une erreur. Il va me dire il n'y a pas de signature de méthode qui correspond à ça dans la superclasse. Et ça permet de corriger les erreurs. Bon, le modificateur final. Le modificateur final, on l'a utilisé pour définir quoi déjà? Allô? On a déjà vu ce mot-clé, final. C'est pour créer des constantes. Oui. C'est pour définir une constante, en fait, quelque chose qui ne change pas. OK? Donc là, final, on l'utilise aussi pour quelque chose qui ne change pas, mais ici, vous pouvez l'utiliser à gauche du nom d'une méthode. Donc, si vous mettez final, void et le nom de votre méthode, ça veut dire que quand vous étendez votre classe, cette méthode, vous ne pouvez pas la redéfinir. C'est-à-dire que là, c'est pour interdire la redéfinition d'une méthode dans une sous-classe. Donc, on met final. Maintenant, on peut avoir ce final aussi à gauche du nom d'une classe. Si je mets final à gauche du nom d'une classe, par exemple, public final classe 1, d'accord? Si je mets final à gauche de cette classe, ça veut dire que cette classe ne peut pas être étendue. Je n'aurai pas le droit de faire classe B extends 1. Donc là, c'est pour interdire la redéfinition d'une méthode ou là pour interdire carrément l'extension d'une classe. Et donc, il sera impossible de dériver la classe. Et dans le premier point, il sera impossible de redéfinir la méthode. Bon, là, il faut l'utiliser quand il faut, c'est tout. Il faut savoir donc, la signification, mais l'utiliser convenablement au moment opportun. Bon, là, je reprends donc ma classe, c'est juste un exemple. Je reprends ma classe fruit. Non, c'est une autre classe. J'écris une classe fruit avec le nom du fruit, la vitamine contenue dans ce fruit, la couleur du fruit. Bon, un constructeur, voilà. Donc, le nom, la vitamine, la couleur. Get vitamine, return vitamine, juste une méthode comme ça, banale. Après, je redéfinis la méthode toString de la classe object. Là, à partir de Java 5, donc je pourrais annoter avec ce @override. @override, public string toString, et pas forcément avec les méthodes qui sont définies dans la classe object, pour n'importe quelle méthode que vous redéfinissez à partir d'une superclasse. Hein. Donc, return, là, j'écris carrément une phrase. Il s'agit d'un fruit appelé donc, le nom du fruit, plus de couleur, je vais donner la couleur, et riche en vitamines telle. D'accord? Donc là, j'écris carrément une phrase, voilà. Au lieu de retourner le nom plus la couleur plus la vitamine, je peux écrire carrément une phrase descriptive de l'objet. Donc, dans la méthode main, voilà. Alors, dans la méthode main, alors je crée donc new fruit, F, fraise, vitamine C rouge, donc couleur rouge, vitamine riche en vitamine C, et le nom du produit, c'est la fraise, du fruit, c'est la fraise. System.out.print f.toString, donc finalement, qu'est-ce qu'il va afficher ici? Il va afficher, il s'agit d'un fruit appelé fraise, de couleur rouge, riche en vitamine C, tout simplement.
On peut écrire tout simplement, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, system.out.print f correspond donc à un appel à toString. Donc le f.toString dans ce system.out.print, le point toString, il est implicite. Et ça, vous allez le voir mieux quand on verra les collections. Lorsqu'il faut afficher le contenu d'une collection sans écrire ce toString, c'est vraiment très, très souple. Et c'est pour ça qu'il faut toujours penser à redéfinir ce toString. Et ça évite d'écrire une méthode affichée. Donc, si on veut ne pas écrire une méthode affichée, donc, on n'écrit pas dans la classe. On se contente de la redéfinition de la méthode toString. Bien sûr, elles ne sont pas exclusives, hein, les deux méthodes. Je peux avoir une méthode affichée et je peux avoir la redéfinition de la méthode toString dans la classe. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Allô? Pardon? Est-ce qu'il y a des questions, j'ai dit? Vous êtes là, s'il vous plaît? Oui. Oui, madame. D'accord. Des questions? C'est clair? C'est pas clair? C'est... C'est clair pour moi. Normalement, ça va, oui. Ok, donc après, vous allez reprendre. De toute façon, et après, il y aura des exercices de TD, de TP, ainsi de suite. C'est pas... Donc ça, c'est la première partie du chapitre. Bon, pour la suite, c'est le transtypage. Voilà, donc c'est la partie transtypage, c'est la partie polymorphisme. D'accord. Bon, le transtypage, c'est la conversion de type, ou bien ce qu'on appelle le cast, et qui consiste à modifier le type d'une variable, d'une expression ou d'un objet. Donc là, il faut noter clairement que je fais une conversion de référence. Je ne fais pas une conversion d'objet carrément. Lorsque je parle de transtypage d'objet, je fais une conversion de référence plutôt, mais pas d'objet eux-mêmes. L'objet va rester tel quel. Il faut dire que le transtypage, il est possible entre objets qui sont liés par l'héritage. Lorsque j'ai deux objets qui sont liés par l'héritage, je peux faire un transtypage entre les références de ces objets. Un objet de la classe mère et un objet de la classe fille. Là, on a deux types de transtypage, un transtypage implicite et un transtypage explicite, c'est-à-dire une conversion, disons, implicite et une conversion explicite. Alors, la conversion implicite, c'est ce qu'on appelle le upcasting. Le upcasting, c'est une conversion de classe fille vers classe mère. Concrètement, c'est utiliser une référence de la classe mère pour désigner un objet de la classe fille. Et ça, c'est naturel. C'est naturel et c'est évident, c'est toujours possible. Pourquoi? Parce qu'un objet de type sous-classe, un objet de la classe dérivée, un objet de la classe phi est un objet de type superclasse, classe mère. Un objet produit est un objet produit alimentaire est un produit. Un produit alimentaire est un produit. Je sais pas. Un cercle est une forme, dans l'exemple qu'on avait vu tout à l'heure. Un arbre fruitier est un arbre. Un employé est une personne. Donc là, quand on a bien défini l'héritage, c'est-à-dire qu'on s'est un petit peu posé la question sur la sémantique du lien d'héritage et qu'on l'a fait convenablement, le transtypage de référence entre classe mère et classe fille, le transtypage implicite, il est correct et il est toujours possible. Donc, un objet carré est un objet type forme, un objet de type cercle est un objet de type forme, un objet de type produit alimentaire est un objet de type produit. Et du coup, il est toujours possible, d'accord, d'utiliser une référence de type classe mère pour référencer, si on veut, un objet de type classe fille. Concrètement, ce que je fais sur cet exemple, j'ai deux références, donc PA type produit alimentaire
et P type produit. Là, j'ai juste des déclarations de référence, je n'ai rien créé comme objet. Après, je prends la référence PA et je fais new produit alimentaire. Je crée un produit alimentaire avec ce qu'il faut comme valeur d'attribut. D'accord? Voilà. Donc là, rien de sorcier. PA, c'est de type produit alimentaire, égale new produit alimentaire. Là, c'est clair. Mais après, ce qui est possible de faire, c'est que je peux écrire P égale PA. P égale PA, ça veut dire que j'autorise une référence de type produit à référencer un objet de type produit alimentaire. Le contraire n'est pas vrai. Donc, j'écris P égale PA. Affectation de référence, ça veut dire qu'un objet type produit, une référence type produit, peut référencer un produit alimentaire. Pourquoi? Parce que produit alimentaire est un produit. Je peux l'écrire tout simplement, comme vous voyez en bas, directement, produit P, donc je déclare la référence, égale new produit alimentaire. Le contraire, je ne peux pas le faire. Hein. D'accord? Je ne peux pas faire produit alimentaire à gauche égale new produit. Ce n'est pas possible. Donc, produit P égale new produit alimentaire et je crée mon produit alimentaire sans passer par le PA. Là, j'aurai une référence P de type produit qui va référencer un produit alimentaire. Ça, c'est le transtypage implicite. Le transtypage explicite, il faut imposer, il y a certaines règles à appliquer. Et après, en fait, on voit cette partie, on traite cette partie, c'est pour voir un petit peu comment je peux imposer à une référence classe produit alimentaire à se comporter comme une référence de superclasse, comment je pourrais appeler les méthodes qui sont redéfinies entre superclasse et sous-classe, comment je pourrais opérer des conversions de références et ainsi de suite. Donc là, le plus simple, c'est que une référence de classe mère peut être utilisée pour créer un objet de la classe fille, tout simplement. Bon, je pense que je vais m'arrêter là et ça sera l'objet du prochain cours, Inch'Allah. On va continuer avec, on va reprendre cette partie transtypage. Bon, je vais vous envoyer le cours si vous voulez regarder avant de vous connecter à la séance. Ça vous permettra peut-être de mieux voir. Et voilà, c'est tout. Je vais vous envoyer la série, je vais envoyer la série 4 à Madame Ouzienne. Vous êtes arrivé où à la série 3? On n'a pas encore terminé le polynôme. Ah, vous n'avez pas terminé le polynôme. Oui. Oui, mais quand même, je vais envoyer la série 4. D'accord. Et en TP, vous avez fait quoi? La classe enum. Les énumérations. Oui, les énumérations, c'est-à-dire il vous a expliqué en fait cette notion d'énumération et les méthodes qu'on utilise. Est-ce que vous avez fait les exercices? Vous avez commencé à faire les exercices? Il nous a laissé pratiquer seul et il nous a demandé de lui envoyer les exercices. Très bien. Ok, d'accord, d'accord. De toute façon, après cette série, ça sera la série sur l'héritage. D'accord. Ok, oui. Est-ce qu'il y a des questions, pour le projet s'il vous plaît? de PO. Le projet, oui, je suis en train de réfléchir. Je réfléchis au devoir et au projet. Je vais pas tarder à vous l'envoyer. De toutes les manières, moi, quand j'envoie le projet, je définis une période. Je sais qu'il est faisable, par exemple, en 5 semaines ou là, je sais qu'il est faisable. Oui, mais je vais vous envoyer, puisqu'on a commencé l'héritage, je vais vous envoyer le projet. De toute façon, l'arrêt de cours, c'est le 2 juin. Hein. Oui. Oui, l'arrêt de cours, c'est le 2 juin. En général, on demande de remettre les projets juste après l'arrêt de cours. Voilà. OK. D'accord, merci madame. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc, bon, Merci à vous, madame.